Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 28 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, même lorsqu'elle tourne au ralenti, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'appelle Désenfumage. Alors vous allez voir, c'est du désenfumage tous azimuts, parce qu'on peut dire véritablement que là, nos médias, nos communicants et nos gouvernements les accumulent. On nous prend vraiment pour des buses. Mais avant d'illustrer le titre, commencer quand même par cette coïncidence, qui n'en est peut-être pas une, mais enfin, en l'espace de 48 heures, nous avons entendu le président d'Unicredit, la banque italienne, annoncer une augmentation de capital de 15 à 16 milliards d'euros. Pourtant, si l'on en croit les analystes chez Unicredit, tout allait bien. La Commerzbank voudrait réduire ses effectifs de 9000 dans le monde. Alors pour un groupe qui faisait 50 000 salariés, ça fait presque 20% des effectifs qui vont être supprimés. Et on peut se demander si à l'horizon 2018, on ne sera pas retombé largement en dessous des 30 000. En tout cas, les salariés de la Commerzbank ont un petit peu de soucis à se faire. On apprend dans le même temps que Goldman Sachs ferme des bureaux en Asie, Singapour, Hong Kong, licencie même des banquiers d'affaires, vous voyez, la crème de l'élite. Et puis bien sûr, vous avez la Deutsche Bank. Et là, nous allons attaquer la rubrique enfumage. Oui, parce que le patron de la Deutsche Bank déclarait hier qu'il allait certainement y avoir négociation avec la justice américaine et que les 14 milliards qui constituent le risque maximum, ces 14 milliards, évidemment, la Deutsche Bank n'en écopera jamais. Alors, la Deutsche Bank a déjà provisionné 6 milliards de dollars, ou à peu près. Si jamais c'est 9 milliards, la Deutsche Bank devrait y survivre. Oui, mais le problème, c'est pas que la justice américaine colle une prune de 9, 10, 12, 14 milliards. Le problème, ce sont les créances douteuses de la Deutsche Bank. C'est son encours astronomique de dérivés qui équivaut au PIB de la planète. Mais rien que les créances douteuses, c'est 400 milliards d'euros. Autrement dit, c'est plus que la totalité des créances douteuses portées par le système bancaire italien. Comme la Deutsche Bank a 56 milliards de fonds propres, vous faites le calcul, avec un taux de défaut de 14% sur ces 400 milliards, la Deutsche Bank n'a plus de fonds propres. Or, on sait également que la Deutsche Bank est un des créanciers des grands armateurs maritimes. Alors imaginez, depuis la faillite de Hanjin et puis de deux autres armateurs moins célèbres qui étaient survenus depuis le printemps, imaginez les ardoises que doit prendre la Deutsche Bank. Alors pour Hanjin, par exemple, l'ardoise, si jamais la Deutsche Bank assumait la totalité de ce que doit Hanjin, ça serait 5 milliards. C'est pour vous fixer un petit peu les échelles. C'est pas de la petite monnaie, c'est pas des 50 millions par-ci, des 100 millions par-là. On est tout de suite sur des ordres de grandeur absolument gigantesques. Donc 14% de taux de défaut, et ça nous fait une Deutsche Bank qui n'a plus de fonds propres. Or, si on se fie à l'exemple italien, sur les 360 milliards de créances douteuses, on considère grosso modo qu'il y en a 200 milliards qui ne seront pas recouvrés. Alors pour la Deutsche Bank, hier, je vous avançais le chiffre de 200 milliards de recapitalisation. Voilà, c'était juste ce chiffre correspond effectivement à ce qui pourrait être la sinistralité la plus défavorable dans le cas où on serait dans la reproduction du cas de figure italien. Je continue avec l'enfumage. Là, cette fois-ci, je vais vous parler de l'article 21 de la loi Sapin 2. Alors,
En France, on aime bien les acronymes, on aime bien les numéros, et nous aimons bien mettre les choses au clair. Ça veut dire quoi? Tout simplement, eh bien, après les banques, qui pourraient faire appel à leurs actionnaires, leurs créanciers, et en dernier ressort à leurs clients, le déposant, eh bien, c'est exactement la même chose que veut instituer la loi Sapin. Alors c'est probablement pas Monsieur Sapin qui a eu l'idée de faire ça, c'est encore une de ces directives européennes destinées à se mettre en adéquation avec BAL 3, Solvency 2 et compagnie. Néanmoins, le résultat sera le même. Votre contrat d'assurance vie n'est plus un contrat, un placement sûr. Simone Wappler le martèle en permanence, mais regardez, cette fois-ci, ça va être inscrit dans le marbre de la loi. Le déposant pourrait être appelé à voler au secours de sa compagnie d'assurance au cas où il y aurait un pataquès. Alors parmi les pataquès possibles, il y a celui de l'élection de Donald Trump. Impossible, nous direz-vous. Jamais les Américains n'éliront une personne qui a aussi peu de compétences en politique étrangère, en économie, et surtout qui connaît aussi peu de choses sur la vraie nature de l'argent. Et d'ailleurs, pourquoi M. Trump ne sera-t-il pas élu? Eh bien parce qu'à l'issue du débat face à Hillary Clinton mardi matin, eh bien certains sondages donnent un avantage écrasant à Hillary Clinton, qui l'a emporté, qui a aplati le pauvre Trump, pas crédible. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quel est le sondage qu'ont repris tous les médias français, que ce soit France 2, TF1, BFM, iTélé, etc. Ils ont tous repris ce sondage de CNN, qui donne effectivement 67% à Hillary Clinton. Sondage réalisé sur un panel de 520 personnes. Figurez-vous que 15 sondages ont été réalisés pendant ou après le débat. Sur les 15, il y en a 2 qui donnent Hillary gagnante et 13 qui donnent M. Trump gagnant. Alors certainement pas parce que ses arguments étaient plus carrés, plus scientifiques que ceux d'Hillary, simplement parce qu'il est apparu plus spontané, plus sympathique, plus proche des préoccupations des gens, moins techniques. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que tous les médias européens reprennent le seul sondage sur un panel absolument ridicule de 500 personnes qui donne Madame Clinton gagnante du débat. Alors qui a-t-on sondé? Est-ce qu'on est allé sur la 5e avenue et est-ce qu'on a tendu le micro à tous les gens qui avaient une BMW, une Audi ou une Porsche? C'est à se demander. Parce que dans le même temps, CBS a réalisé un sondage, lui, sur 1 350 000 spectateurs du débat, et là le résultat c'est 52-48, 52 en faveur de Donald Trump. Et il y a d'autres sondages comme ceux par exemple de Drudge Report, là aussi portant sur plus de 40 000, un échantillon de plus de 40 000 personnes sondées, et qui donne Trump largement gagnant, très largement. Même un site anti-Trump qui a sondé ses spectateurs est arrivé au même constat que M. Trump était devant. Donc nous le répétons, évidemment, ce n'est pas les arguments, la solidité des déclarations de M. Trump, c'est simplement probablement sa personnalité qui aujourd'hui plaise davantage aux Américains. Et eh bien une élection, ça se fait aussi beaucoup sur du subjectif. Alors enterrer M. Trump comme on l'a fait dès hier en démontrant que les marchés avaient énormément apprécié la prestation d'Hillary Clinton, regardez le rebond du peso mexicain, regardez le rebond du dollar face au yen. Eh bien tout ça, c'est la vision de Wall Street, c'est la vision des grands médias qui roulent tous pour Hillary Clinton, y compris même Fox TV qu'on dit très à droite, mais bon, Fox TV s'est fait aussi remonter les bretelles par Donald Trump. Bref, c'est seul contre tous. Eh bien c'est à se demander si ce n'est pas ça justement qui plaît aux Américains, mais c'est surtout cela qu'il ne faut pas voir, et ce à quoi donc s'emploient tous les médias, c'est-à-dire faire l'écran de fumée devant la popularité de Donald Trump, une popularité qui effectivement a quand même de quoi nous faire froid dans le dos.